Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la qualité des entreprises, en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast De l'huile dans les rouages. Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et dans ce numéro, je vais vous parler de politique dans les démarches QSE et il ne s'agit pas du tout d'élection. Le sujet de la politique d'un système de management se retrouve dans les principales normes ISO de mise en place d'un système de management, que ce soit l'ISO 9001, 14001, 45001, etc., les plus connus. Alors qu'appelle-t-on une politique ? Dans le langage commun, il s'agit souvent de parler de la vie politique, de politique politicienne, de partis politiques, des hommes et des femmes politiques, etc., etc. Tout ce qui, à l'origine, constitue la manière d'administrer la cité ou l'État. Ça peut d'ailleurs être un point de friction dans certains cas quand ce mot a une connotation négative. Ça m'est arrivé 2 fois, par exemple, j'ai eu un dirigeant qui refusait ce terme car il me disait « pas de politique dans mon entreprise », au sens tribune politique, débat, etc., etc. Mais j'ai aussi eu une autre personne qui refusait le terme de politique car il renvoyait à autre chose dans l'entreprise, une sorte de bible de plusieurs centaines de pages, et pour lui, utiliser ce mot dans le contexte de l'entreprise pouvait avoir un effet négatif sur sa perception. Ça rappelle effectivement les mots et leur importance, on y revient souvent. Mais dans un système de management, la politique, elle définit les intentions et les orientations générales de l'organisation en relation avec la qualité, la sécurité, l'environnement ou tout autre domaine de management spécifique qu'elle concerne. Cette politique, elle sert donc de base pour établir des objectifs et des actions concrètes afin d'atteindre les résultats souhaités. On retrouve aussi parfois le terme d'engagement QHSE qui désamorce le sujet de l'interprétation du terme politique. On retrouve les exigences liées à la politique dans les chapitres 5.2 des normes de management. Je vous invite à retourner écouter l'épisode 66 sur la structure HLS des normes pour vous rappeler comment sont organisées les normes de management. Et donc les composantes clés d'une politique d'un système de management de type ISO, ce sont les suivantes. Il faut faire apparaître l'engagement de la direction. Donc la politique doit démontrer un engagement clair de la direction à soutenir le système de management. Et donc un engagement clair, c'est-à-dire pas du bout des lèvres, pas sous la pression ou sans y croire. C'est vraiment, on sent que la politique, telle qu'elle est rédigée, puisque c'est un document rédigé, est là pour servir de soutien vraiment au système de management. Elle doit donc refléter l'implication active des dirigeants dans l'amélioration continue et le respect des exigences réglementaires et légales. On a une orientation dans cette politique vers les objectifs. La politique doit établir une ligne directrice claire qui permette de fixer des objectifs mesurables et cohérents avec les orientations stratégiques de l'organisation. Ces objectifs doivent donc être pertinents, réalistes et alignés avec les valeurs de l'entreprise. Ce sont des objectifs SMART. Je reviendrai peut-être sur l'acronyme SMART dans un autre épisode. La politique doit également faire référence à la conformité réglementaire et légale. Elle doit s'engager à respecter toutes les obligations légales et réglementaires applicables dans une démarche d'amélioration continue, puisque cette amélioration continue est une des pierres angulaires de toute politique ISO concernant l'amélioration continue des performances du système de management. Cet engagement d'amélioration continue implique la révision régulière des politiques, des objectifs et des processus pour identifier et mettre en œuvre des opportunités d'amélioration. Sujet important sur la politique, justement, la fréquence. Les normes n'imposent pas de révision annuelle, comme on peut me l'évoquer des fois. La politique doit être régulièrement revue et mise à jour pour s'assurer qu'elle reste pertinente et efficace en fonction des changements internes et externes de l'organisation. Voilà ce que dit la norme. Donc régulièrement revue, le côté régulier, c'est à vous de voir. Il faut que ça reste quelque chose de pertinent. Ça ne va pas forcément dire tous les 4 matins, parce que du coup, vous n'avez pas de continuité dans vos actions, mais ça ne veut pas dire tous les 6 ans non plus, parce que forcément, le contexte de l'organisme, on en parlait tout à l'heure, la politique et les objectifs évoluent plus régulièrement que ça. Un des critères importants par rapport aux politiques de système de management, c'est la communication et l'accessibilité. Cette politique doit être communiquée de manière efficace à tous les niveaux de l'organisation pour assurer une compréhension et une adhésion généralisée, puisque les systèmes de management ont comme principe l'implication du personnel. Donc, pour qu'ils soient impliqués, il faut déjà qu'ils sachent sur quoi on l'attend, sur quoi travaille l'entreprise et dans quelle direction elle veut aller.
Cette politique doit être documentée. Documentée, ça veut dire qu'elle doit faire l'objet d'un document qu'on peut retrouver, disponible et accessible pour toutes les parties intéressées, internes et externes. On n'est pas obligé de communiquer notre politique à tout le monde par défaut, mais si on vous la demande, vous devez être en capacité de la fournir. Dans le cas spécifique de l'ISO 45001, il va y avoir également notamment la référence à la consultation et à la participation des travailleurs, puisque c'est une exigence de cette norme spécifique d'ISO 45001 consacrée au système de management de la santé et la sécurité au travail, qui implique qu'il doit y avoir des circuits, qu'il doit y avoir des processus concernant la consultation et la participation des travailleurs. Alors concrètement, comment ça se met en place ? On l'a vu, la politique doit fournir un cadre pour l'établissement d'objectifs QHSE. Cela veut donc dire qu'elle doit être adaptée à l'entreprise. Or, on trouve souvent, lors d'audits par exemple, des politiques génériques et interchangeables. En gros, il suffit de changer le logo en tête pour que ça s'applique à n'importe quelle autre entreprise, car ça ne mentionne aucune spécificité. Et comme c'est un moyen normalement de communication, de motivation, d'implication, il faut qu'elle reflète réellement le contexte, les enjeux et la stratégie de l'entreprise. Dans le meilleur des cas, on doit pouvoir y déceler les valeurs et la culture de l'entreprise. Cela veut donc dire qu'elle est réellement rédigée par la direction, et pas seulement signée par la direction après avoir été rédigée par l'équipe QHSE. Alors, les responsables QHSE peuvent proposer des éléments pour formaliser la politique de l'entreprise, ne serait-ce que pour s'assurer que les exigences normatives y figurent bien. Mais le rôle de la direction, comme son nom l'indique, est de donner la direction vers laquelle s'oriente l'entreprise, pas uniquement le côté gestion. Donc il faut vraiment qu'elle s'implique, et il faut que la politique reflète vraiment leur pensée. La direction, ça peut être un CODIR, un comité de direction, ça peut être une seule personne, on spécifie pas si c'est une seule personne qui doit rédiger la politique. Il faut juste que ça soit le reflet de l'orientation stratégique de l'entreprise. Donc, c'est la direction qui donne l'orientation stratégique de l'entreprise. Donc, en fait, quand une politique est bâtie sur le fondement de l'analyse du contexte de l'organisme, avec un SWOT, avec l'outil Pestel, en faisant l'analyse des parties intéressées pertinentes, etc., elle a toutes les chances d'être adaptée à cet organisme. Car elle identifie les risques et opportunités auxquels elle est exposée, mais aussi les forces et faiblesses internes à son organisation. Tout ça, ça permet une prise de décision fondée sur des preuves. On peut donc fixer des objectifs face à ces constats, quantifiés à l'aide de cibles à atteindre. Et ainsi, les actions qu'on veut mettre en place pour atteindre ces objectifs s'écrivent, se définissent presque toutes seules, tout comme les indicateurs de ce qu'on veut mesurer. On a les actions et les cibles, il n'y a plus qu'à. On sait ce qu'on doit mesurer pour s'assurer que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et enfin, on évalue l'atteinte des résultats et l'efficacité de nos actions dans ces résultats qu'on peut mesurer grâce aux indicateurs. Et si besoin, on revoit nos objectifs, nos cibles, nos actions en conséquence. Et si vous avez écouté attentivement ce que je viens de dire, vous avez pu constater que je décrivais finalement les chapitres des normes dans l'ordre, eux-mêmes répondant aux principes et logiques du PDCA. Tout ça, ça aide à donner du sens et de la cohérence aux actions décidées et mises en place. Bien foutu quand même. Et si le PDCA n'est pas un principe pour lequel vous êtes familier, je vous invite à écouter l'épisode 4 sur la route d'Hemming. Et donc si jamais vous n'en aviez pas conscience, vous comprenez mieux le côté central de la politique dans un système de management. Il ne s'agit pas que d'un bout de papier rédigé pour faire plaisir aux auditeurs. Quand c'est bien fait, c'est un vrai outil de l'amélioration continue. Là, je vous parlais de politiques qui ne sont pas forcément adaptées ou qui sont trop génériques ou interchangeables. Des fois, on a des politiques qui sont pas assez ambitieuses ou précises. On va avoir une politique qualité, donc qui répond à l'ISO 9001. On va avoir des rédactions du type engagement à fournir des produits et services conformes aux exigences des clients et aux standards de qualité, objectif d'amélioration continue pour augmenter la satisfaction des clients. Ça, c'est clairement interchangeable, bien sûr. Et puis surtout, c'est pas du tout ambitieux et c'est pas précis. Qu'est-ce qu'on attend derrière ? Fournir des produits, services conformes aux exigences des clients. Oui, mais quoi ? Dans quel domaine ? Dans quel sujet ? Les standards de qualité. Oui, mais lesquels ? Objectif d'amélioration continue pour augmenter la satisfaction des clients. Quels clients ? Tous les clients finaux, les clients intermédiaires, etc., etc. C'est des choses importantes à avoir en tête. La même chose en environnement. Engagement à minimiser les impacts environnementaux négatifs et respecter les réglementations environnementales. Ça, c'est on ne peut plus basique, on ne peut plus commun. Promotion de la durabilité et de l'utilisation responsable des ressources naturelles. Oui, mais lesquelles ? Celles auxquelles on est confronté, les principales, les prioritaires, les critiques, etc., etc. Ça nécessite vraiment de montrer ce sur quoi on veut travailler, où on veut mettre notre énergie, nos budgets, nos moyens et donc nos valeurs. De même pour la santé-sécurité au travail, ISO 45001, engagement à prévenir les accidents, les blessures et les maladies professionnelles. N'importe quelle entreprise, même pas certifiée, va avoir ce type d'engagement, comme la création d'un environnement de travail sûr et sain pour tous les employés.
Pareil, quand on a écrit ça, on a tout et rien dit, on n'a rien fait derrière. Donc, comment on peut s'imaginer derrière que le personnel se sentira impliqué si on a des engagements qui sont flous, imprécis, et sur lesquels ils ne savent pas vraiment ce en quoi ils sont acteurs, ce en quoi leur entreprise se différencie des autres. Donc, le fait d'avoir une politique vraiment ambitieuse, précise, détaillée et adaptée à l'entreprise, ça va aider à mettre en place une culture d'entreprise et donc à impliquer les personnes en leur donnant du sens dans leurs actions. Sans forcément pour autant devenir un roman ou une usine à gaz inexploitable, incompréhensible, illisible. Il est possible d'avoir une politique générale pour un groupe ou pour une grosse structure avec plusieurs services, d'avoir cette politique générale qui va servir de chapeau, qui peut ensuite être déclinée de manière plus opérationnelle sous différentes formes, des lettres d'engagement, des feuilles de route, etc., avec des objectifs associés. Mais ça sert de colonne vertébrale et de fil conducteur pour l'état d'esprit de l'entreprise, la stratégie et ce vers quoi on va aller, les visions. Alors, l'intérêt, finalement, d'avoir une politique de système de management ISO bien définie et mise en œuvre, c'est essentiel pour guider les actions de l'organisation et assurer la conformité aux standards internationaux. Ça doit être un document vivant, évolutif et intégralement lié aux pratiques quotidiennes et aux stratégies globales de l'organisation. C'est un outil, un moyen permettant de créer une dynamique dans le cadre d'un projet organisationnel et stratégique permettant de fédérer les forces vives et les parties prenantes de l'entreprise autour d'un projet commun et de présenter clairement ce projet d'entreprise pour entretenir et motiver les acteurs de la démarche d'amélioration du système de management par la qualité, la sécurité, l'environnement ou tout type de système de management que ce soit. Car en fait, on est toujours plus motivé à faire les choses quand on sait pourquoi on les fait et pas seulement comment on les fait. La politique peut être porteuse de la stratégie, l'orientation de la direction générale vis-à-vis du positionnement sur le marché, par exemple, mais aussi porteuse de l'intention qui a prévalu à la création de l'entreprise. Son pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi notre entreprise existe? Pourquoi on travaille? Pourquoi on va chercher des clients, etc., etc. C'est toujours aussi important d'avoir ces notions-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair sur ce qu'est une politique dans le cadre de la mise en place d'un système de management d'une entreprise. Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à le partager, puisque le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions, compléter mes propos, voire me contredire sur ces réseaux sociaux ou sur le site de l'huiledanslesrouages.fr. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. C'est un espace en libre accès avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience ou tout simplement échanger. Vous avez désormais tous les moyens d'accès pour continuer cette discussion avec moi. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.